L'espérance de vie des personnes infectées par le VIH, traitées par antirétroviraux, en succès thérapeutique, est maintenant normale. Être une femme séropositive reste un fardeau. Précarité économique, vulnérabilité sociale, stigmatisation, peur du rejet, effets secondaires plus fréquents des médicaments. Dans le monde, plus de la moitié des 37 millions de personnes vivant avec le VIH sont des femmes. En 2015, près de 3/4 des femmes enceintes infectées ont eu accès à un traitement antiviral pendant leur grossesse. En France, le nombre de femmes vivant avec le VIH est estimé à 40 000. Parmi les 6 600 nouveaux cas d'infection VIH découvertes en 2014, 30% sont des femmes contaminées par voie sexuelle. 23% sont originaires d'Afrique subsaharienne ou vivent dans les départements français d'outre-mer. 7% sont nées en France. Les migrantes sont plus à risque de s'infecter dans leur pays d'accueil. La vie intime doit être abordée par le médecin avec toutes les patientes. Lors de la découverte du VIH, à l'occasion du dépistage et de l'information des partenaires, avec les couples sérodifférents, lors de la contraception, lors du désir d'enfant. Une dysfonction sexuelle est retrouvée chez un tiers des femmes infectées par le VIH. Le fait d'être séropositive est un des paramètres inhibiteurs de la santé sexuelle. Les femmes séropositives ont tendance à se réfugier dans l'abstinence. La dysfonction sexuelle est associée à la perception de l'image corporelle dégradée par la présence d'une lipodystrophie, mais aussi à l'absence de partenaires réguliers, à la ménopause, à la dépression. Il est possible que la prévalence de la dysfonction sexuelle diminue à l'avenir en raison d'une plus faible fréquence des lipodystrophies avec les nouveaux antirétroviraux et en raison de la démonstration rassurante d'une moindre contagiosité en cas de succès thérapeutique. Le suivi gynécologique des femmes séropositives doit être plus fréquent que chez les femmes non infectées. Le taux d'incidence standardisé du cancer du col de l'utérus est 2,9 fois plus élevé chez les femmes infectées que chez les femmes séronégatives en l'absence de suivi. Il est donc recommandé de réaliser un frottis cervical régulier. Une mammographie est réalisée à partir de 50 ans ou à partir de 40 ans en cas d'antécédent familial de cancer du sein. Toutes les femmes séropositives exprimant un désir d'enfant doivent bénéficier d'une consultation préconceptionnelle, si possible avec leur conjoint. Le désir d'enfant doit être abordé précocement dans la prise en charge afin d'anticiper la baisse de fertilité liée à l'âge et orienter le choix du traitement antirétroviral de la femme. L'objectif est d'aider les femmes à concevoir sans transmettre le VIH ni à leurs partenaires ni à leurs enfants. On estime qu'avant 35 ans, la fertilité des femmes infectées par le VIH est identique à celle des femmes non infectées. Dans le cas où les deux partenaires sont infectés par le VIH et donc traités tous les deux, les rapports sexuels sans préservatif sont autorisés. Dans le cas où seule la femme est infectée et donc traitée, on propose des auto-inséminations à domicile en recueillant le sperme contenu dans un préservatif sans spermicide et en le déposant sur le col utérin à l'aide d'une petite seringue à la maison. Une procréation médicalement assistée, PMA, est envisagée en cas d'échec. Dans le cas où seul l'homme est infecté par le VIH et traité, la procréation naturelle peut maintenant être discutée au sein du couple sérodifférent en expliquant que le risque de transmission du VIH de l'homme traité en succès thérapeutique
à la femme non infectée est très faible, moins de 1 pour 10 000. Actuellement, le recours à une prophylaxie pré- ou post-exposition additionnelle n'est pas recommandé. Une PMA, dite à risque viral, sera proposée en cas d'infertilité ou si la femme séronégative redoute la contamination lors des rapports non protégés. La grossesse au cours de l'infection VIH est une grossesse à risque qui doit faire l'objet d'un suivi multidisciplinaire. En France, environ 2 grossesses sur 1000 surviennent chez des femmes infectées par le VIH, soit environ 1500 naissances annuelles. On estime que les 3/4 surviennent chez des femmes originaires d'Afrique subsaharienne. 40% des femmes enceintes séropositives vivent sans conjoint. Le traitement de la mère doit être le moins toxique possible pour le fœtus. Pas d'efavirenz, pas de névirapine débutée en cours de grossesse, pas de nouvelles molécules dont on ne connaît pas encore la tératogénicité. Il n'y a pas plus de retard de croissance intra-utérin chez les enfants exposés aux antirétroviraux. Le taux d'accouchement prématuré est augmenté chez les femmes qui reçoivent une multithérapie. On privilégie un inhibiteur de protéase et 2 analogues nucléosidiques, parmi lesquels abacavir, zidovudine, tenofovir, lamivudine ou emtricitabine. On manque de données à long terme pour le tenofovir et la formation osseuse du bébé. La zidovudine est maintenant peu utilisée en raison d'un potentiel génotoxique et d'altérations mitochondriales, peut-être à l'origine de troubles neuropsychologiques et de cardiopathie chez l'enfant. Le raltegravir a été utilisé avec succès chez des femmes ayant une charge virale élevée en fin de grossesse et son utilisation actuelle tend à s'élargir. Le temps de grossesse passé sans réplication virale est un facteur important de non-transmission materno-fétale du VIH. Dans l'enquête périnatale française, la charge virale est inférieure à 400 copies par millilitre pour 97% des femmes et inférieure à 50 copies par millilitre pour 80% des femmes au moment de l'accouchement. Le mode d'accouchement peut se faire par voie basse si la charge virale maternelle est inférieure à 400 copies par millilitre et qu'il n'y a pas d'indication obstétricale. On peut surseoir à la perfusion de zidovudine si la charge virale maternelle est inférieure à 50 copies par millilitre pendant toute la grossesse. Grâce au traitement antiviral de la mère, le taux actuel de transmission du VIH de la mère à l'enfant est de 0,5%. Les cas actuels de contamination du bébé sont surtout liés à des échecs de prise en charge, en particulier des dépistages tardifs. L'allaitement reste contre-indiqué dans les pays développés. Le préservatif, masculin ou féminin, reste recommandé dans toutes les situations où il n'y a pas de désir de grossesse. Les contraceptifs hormonaux, pilules, implants, anneaux vaginal, patch, interagissent avec les antirétroviraux. Il faut retenir qu'il y a une baisse d'efficacité des contraceptifs hormonaux avec tous les inhibiteurs de protéase, la névirapine, l'efavirenz. Il n'y a pas d'interaction avec les inhibiteurs nucléosidiques, la rilpivirine, l'étravirine, l'atazanavir non boosté, le maraviroc et le raltegravir. La contraception d'urgence doit être prescrite à dose double en cas d'efavirenz ou de névirapine. Le risque de thrombose sous contraceptif doit être évalué, comme chez toutes les femmes, et la contraception hormonale est proscrite en cas de tabagisme, d'hypertension, d'obésité, de troubles métaboliques non traités. Le stérilet constitue la méthode de choix chez les femmes infectées par le VIH, en dehors des cas d'infection gynécologique évolutive ou de déficit immunitaire majeur. Certaines femmes séropositives présentent une ménopause précoce. Le traitement hormonal substitutif est réservé, comme en population générale, aux femmes qui ont des troubles gênants et en l'absence de contre-indications métaboliques ou vasculaires. L'ostéoporose,
atteint 42% des femmes séropositives ménopausées, contre 23% chez les femmes ménopausées non infectées. La réponse immunovirologique au traitement est identique chez les femmes et chez les hommes. Les femmes âgées ont une moins bonne restauration immunitaire. L'éducation thérapeutique est indispensable avant de démarrer un traitement antirétroviral et peut être répétée tout au long du suivi. Les concentrations plasmatiques sont plus élevées chez les femmes, donc potentiellement plus toxiques. Les effets secondaires des antirétroviraux de première génération étaient plus fréquents chez les femmes. Acidose lactique, hypertriglycéridémie, hyperinsulinémie, lipohypertrophie. Les données de tolérance spécifiques chez la femme sont peu nombreuses avec les nouvelles molécules antivirales dont la tolérance est bien meilleure. La lipodystrophie est plus fréquente chez les femmes et se caractérise par une accumulation de tissu adipeux au niveau du tronc et une perte de tissu graisseux au niveau des fesses, des membres inférieurs et du visage. Son impact psychosocial est marqué et peut être une cause d'arrêt de traitement. Il faut conseiller aux femmes séropositives d'avoir une activité sportive régulière qui aide à prévenir l'apparition de la lipodystrophie. Une recherche des anomalies métaboliques glucidolipidiques doit être faite annuellement. L'arrêt du tabac est vivement recommandé, tant pour le risque carcinologique que pour le risque cardiovasculaire. La fonction rénale et l'apparition d'une protéinurie doivent être surveillées de façon très régulière, surtout chez les femmes maigres et ou âgées, car la toxicité du ténofovir est plus fréquente dans ce groupe. Pour conclure, l'infection par le VIH ne devrait plus être un frein à la réalisation de projets de vie tels que la sexualité et la maternité. Le VIH fait partie de votre vie, mais ne la gouverne pas. Le suivi médical des femmes infectées par le VIH nécessite une approche globale, comprenant la qualité de vie sexuelle, la prévention de la transmission, la contraception, le dépistage des cancers gynécologiques. Cependant, il reste plus que jamais nécessaire d'inclure suffisamment de femmes dans les essais thérapeutiques. Enfin, et selon l'Organisation mondiale de la santé, accélérer la fin de l'épidémie de sida d'ici 2030 nécessite un engagement politique fortement concerté. Santé sexuelle et reproductive, arrêt des mariages précoces, prévention des grossesses chez les adolescentes et l'élargissement de la couverture antirétrovirale afin d'arrêter les nouvelles infections et éliminer la transmission du VIH de la mère vers l'enfant.